Salut à tous et meilleurs vœux pour l'année nouvelle. J'espère bien que vous vous êtes déjà acclimatés et c'est pour cela que j'ai trouvé mieux de pouvoir lancer ces émissions et partager avec vous ce que je trouve peut-être que ça peut peut-être trouver une place dans votre esprit ou dans vos diverses occupations. Peut-être que ça peut apporter un plus dans la réflexion ou dans les connaissances qu'on a reçues et qui étaient pratiquement des connaissances précaires puisque je crois que nous tous nous connaissons Tipo Tipo, peut-être pas son nom de famille, bien sûr ça importe peu, mais c'est l'homme qui a défrayé la chronique. Je peux même dire que c'était l'empereur de l'Afrique centrale. Aucun blanc, aucun explorateur ne pouvait euh, sillonner ces coins-là sans pour autant citer son nom ou même recourir à lui pour trouver le parchemin, ce qu'on peut appeler aujourd'hui visa, pour continuer ou pour être accueilli par le, le, le relais de ce potentat de l'Afrique centrale. Vous avez compris, je vais m'entretenir avec vous sur le type. Un potentat arabe en Afrique centrale au 19e siècle. On parle du 19e siècle, c'est le moment où on l'a trouvé et lui-même semble aussi être né à cette époque-là, mais son père ou son grand-père sont venus bien avant. Voilà, si j'ai choisi de vous parler de Tipo Tipo, il y en a qui peuvent trouver que ce sont des sujets qui ne peuvent pas vous intéresser, mais sachez que tout l'Est là, tout l'Est du Congo ou de l'Afrique, s'il y a confusion entre le peuplade qui sont là-bas, ce monsieur y est pour beaucoup. La présence arabe à la tête duquel lui, tout-puissant, s'est placé, a perturbé terriblement nos populations. Puisqu'il y en a qu'on déplacé d'ici pour aller le mettre là-bas. Les Batetela peuvent se retrouver chez les Bassongé. Les Bassongé se retrouvent chez les Baluba. Imaginez-vous Sapo Sapo, qui est aujourd'hui à quelques kilomètres de la ville de Kananga, s'est déplacé à cause de cette confusion sémée par tous ces gens ici. Et c'est ainsi que certaines coutumes, certaines traditions, certaines habitudes, en tout cas, il est difficile de savoir si ces habitudes-là appartiennent à la population qui habite à cet endroit ou ce sont des habitudes qui viennent d'où. C'est une confusion totale. Pour vous donner également un exemple, je vous parlerai de la révolte Tétéla. On dit que c'est la révolte de Batétéla. Mais quand on entre en profondeur, ce ne sont pas des Batétéla qui étaient dans ce groupe-là. Bien sûr, il y a eu un ou deux ou trois ou une majorité par rapport. Mais la révolte, tout simplement, c'était les disciples de Tipo Tipo, de Panyamutombo, de Lumpungu, et puis de Ngongolu Tete, et Kongolu Tete lui-même qui était subalterne de Tipo Tipo, donc qui était le relais, parmi les relais. Donc, il y a des populations qui sont parfois devenues sédentaires à un endroit où, en principe, ils n'ont aucun rapport. C'est comme ça qu'on peut trouver parfois certaines populations à un tel coin qui se comportent comme les Balouba qui sont venus s'installer au niveau de la rivière Louloua. Et pourtant, on ne peut pas se l'expliquer, mais ce sont ces déplacements ici. Et tous les ethnologues parlent bien de la confusion qui est dans cette région-là.
Et c'est cela qui nous pousse à parler de lui. Pas puisqu'il nous a laissé de bonnes choses. Je peux dire aussi oui, puisque les Arabes nous ont apporté certaines cultures qu'on ne connaissait pas. Le mode de vie, certaines façons de clôturer les enclos d'habitation, certaines méthodes de pouvoir tracer des avenues dans des quartiers où on habitait. Donc ce sont eux, ils nous ont laissé, ils n'ont pas sémé que la terreur ou acheté l'ivoire et consorts et apporté les objets de décoration que nos mamans aimaient bien porter. Donc, les perles, ce qu'on appelait les perles à cette époque-là, c'était des bijoux qui dépassaient tout l'or, puisqu'il y a des esclaves qu'on a vendus à cause de ça, il y a des ivoires qu'on a vendus tout simplement à cause de ces trucs-là. Et puis, en retour, les Arabes recevaient les copales, l'ivoire, et comme le marché de la chair humaine, comme on l'a appelé, le marché d'esclaves prenait de l'ampleur, mais ils ont assuré pratiquement les monopoles. Et aussi les monopoles de vente d'armes. S'il y a eu plusieurs armes qui se sont retrouvées dans nos milieux, mais ce sont des Arabes et poudre à canon. Ils les amenaient en quantité pour échanger contre les esclaves, contre l'ivoire et beaucoup d'autres choses. Donc, si on peut parler de notre histoire, ce monsieur fait partie aussi de notre histoire. Comme quand je vous ai parlé de Kengo Adondo, je vous ai dit, ce monsieur nous a été collé comme Sonzo pendant 60 ans, ou même plus. Il a déterminé l'orientation de notre pays. Parfois, c'est que nous sommes aujourd'hui, je ne dirais pas grâce, puisqu'il y en a qui disent grâce, il y en a qui disent non, 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 c'est le nom de triste mémoire, je ne veux pas l'entendre. Bon, c'est souvent comme ça avec les politiciens. Il y en a qui applaudissent quand ils entendent son nom, mais il y en a qui préfèrent peut-être les tuer 2, 3, 4, 5 fois avant de pouvoir peut-être oser même parler de lui. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous voulons prendre quelque temps pour parler de cet homme qu'on a appelé Tipo Tipo. Sans tarder, je vais vous dire que ce monsieur avait plusieurs surnoms africains qu'on lui avait attribués. Mais quand je vous ai lu, par exemple, je vous ai parlé de monsieur Émile Trivier, un Français qui a traversé aussi l'Afrique et qui a sillonné ces coins ici avec le parchemin de Tipo Tipo, puisque c'était lui pratiquement. Il a été nommé plus tard aussi gouverneur de Stanleyville, de Stanley Falls. Donc vous pouvez comprendre que c'était un monsieur très important à l'époque. Ce n'est pas de cela que nous voulons parler. Je voulais vous dire tout simplement que M. Trivier nous dit que le nom Typotib, il semble que dans le dialecte de la population qui habitait de ces côtés-là, ça signifiait tout simplement celui qui tapait les yeux ou qui clignait les paupières très vite. Donc, c'est de là que vient son nom, là, type. Alors, chacun qui écrivait un document pouvait l'écrire à sa façon. Et le maître, le professeur qui a formé des professeurs, par exemple, le professeur Ndaiwele est passé aussi par lui, il l'appelle, c'est lui d'ailleurs qui l'appelle le maître, Bonting. Bonting dit qu'il a plusieurs surnoms. Et ce qu'il a retenu ici ne représente pas l'ensemble. On dit les surnoms africains. Lui-même est arabe, je vais vous dire tout de suite de quel coin il est sorti. Mais nous retenons comme Bonting, Typotype. Donc les surnoms, je vous ai dit qu'il y en a qui Typo, ça c'est ce que moi j'avais étudié. Type, il y a Typotype, ça c'est que Trivier a annoncé. Donc, etc. selon Bonting. Donc, vous comprendrez que nous n'allons pas dire que telle a raison ou telle a tort. C'est ceux qui peuvent peut-être retrouver
ce que je viens de donner comme explication dans leur langue, qui pourront nous dire dans cette langue-là comment on appelait la personne qui tapait les paupières ou les yeux très vite. Le clignement donc, clignement des yeux. C'est comme ça que Émile Trivier a expliqué ça dans son livre. J'ai dit que je vous parle de typotype, un potentat arabe en Afrique centrale au 19e siècle. De son vrai nom, le monsieur s'appelait Ahmed, ça sonne arabe, c'est normal, Ahmed Ben, et sur Ben ici, Bonting aussi n'a pas trouvé l'accord. Il y en a qui écrivent Bin, or les Arabes peuvent dire Ibn Khaldoum ou consort, ainsi de suite. Nous n'allons pas perdre le temps là-dedans. Nous retenons Ahmed Ben Mohamed El Moujerbi ou Mouyerbi. Donc c'est avec J. Moujerbi. Voilà son vrai nom. Ahmed Ben Mohamed El Moujerbi. Une personnalité éminente, comme je viens de vous le dire, parmi ces derniers, c'est lui. Connu sous le nom de Tipo Tipo, né à Zanzibar, il s'étaya en Afrique centrale un véritable empire commercial et politique dont l'expansion aurait pu connaître de vastes prolongements à la conquête européenne. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire, aurait pu connaître de vastes prolongements si la conquête européenne n'y avait mis fin. Important trafiquant d'ivoire et aussi d'esclaves, il s'érigea en autorité de fait. Donc, Tipo Tipo, quand on cite son nom, nous pouvons tout simplement retenir qu'il est devenu autorité de fait. C'est sa dextérité à faire le commerce dans ce coin, n'importe quel commerce qui pouvait lui rapporter l'argent. Avant ses 18 ans, il a commencé avec les copales, la matière que tout l'Occident avait signé de contrat avec le sultan ou le Sayed de Zanzibar, des contrats de beaucoup d'argent, comme des contrats qu'on signe aujourd'hui avec Kagame pour le coltan ou avec Kanambe pour l'uranium et consorts. À cette époque-là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, et tous avaient signé des contrats d'exclusivité pour avoir la matière, donc les clous de girofle, et puis d'autres matières qu'on pouvait puiser. Et il était venu, il a quitté Oman pour venir s'installer en face de la côte est de l'Afrique centrale. Donc c'est pour que vous compreniez ce que je veux vous dire, que ces gens sont venus de loin, attirés bien sûr par les affaires, et les affaires attirent bien sûr tous les aventuriers qui peuvent venir de tous côtés. Donc, je vous ai parlé de surnoms africains qui abondent, mais on a retenu Tipo Tipo. Maintenant, je passe à la famille de Tipo Tipo. Vous allez vous étonner, je vais vous dire que Tipo Tipo est un petit neveu de Baluba. Celui qui trouvera mieux, il viendra bien sûr contredire ce que je suis en train de vous dire. Oui, Tipo Tipo était petit neveu de Baluba, puisqu'il avait du sang d'une mère originaire de la côte. Et à cette époque, cette région ici était habitée par les Baluba. Mais quand on parle de Luba, beaucoup de gens ne pensent qu'au Kasaï, et peut-être Luba du Katanga à peine. Mais tous ces gens qui habitent l'Est, la Lomami, Sissoula, les Sanga, les Babembe, les Hembe, les Bavira, mais tout ça, c'est le sang Baluba. Il y a des mélanges terribles. Les Kalanga, et ils sont jusqu'au Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud. Donc, vous comprendrez,
ce que je vais vous dire tout à l'heure, en enlevant dans votre esprit, quand on parle Baluba, on voit que le Baluba du Kasaï. Mais les Baluba du Kasaï ont quitté aussi la même région pour venir s'installer de ces côtés. Pour venir s'installer de ces côtés. Alors, je vais vous dire ceci. Tipo Tipo descendait d'une famille de commerçants arabes, originaire de Mascate, principauté d'Oman, sur le golfe Persique. Son arrière-grand-père, Rajab ben Mohamed ben Saïd el-Mujerbi, était venu s'établir sur la côte en face de Zanzibar. Il y épousa une afro-arabe. Afro-arabe, c'est là où Tipo Tipo reçoit sa dose de sang Baluba. Nommé Moana Rabu, Moana Rabu, Moana Yarab, Moana Rabu, Moana Yarab, Moana Warab. Donc, vous comprenez que je ne suis pas très loin. Puisque même quand on dit que les Swahili, c'est le mélange de tout ça, mais le mélange de Chiluba, de consorts, et ainsi de suite. Moana Rabu. Donc, Moana Yarab, ou Moana Warab, comme on a trouvé le Wa, qui se retrouve également chez Kengoadon. La fille de l'arabe, issue d'une mère noire, et de Juma ou Juma ben Mohamed el-Nebani. Vous avez compris. Donc, la grand-mère, donc, arrière-grand-père Rajab était marié à Moana Rabu qui était né avec une mère noire. Donc, si vous avez des points d'interrogation à vous poser à ce niveau-là, vous pouvez déjà vous le poser. Mais moi, je vous dis que dans cette région, il y avait le Baluba. Mais comment moi, je vais m'exclure? Je vais m'exclure, puisque une afro ici, il n'est pas allé le prendre en Afrique de l'Ouest. Vous voyez bien la distance. Maintenant, on dit ceci, pour vous qui doutez encore. On dit ceci, l'Urua, à cette époque, appartenait au royaume Luba. L'Urua. Mais ce n'était pas seulement l'Urua, tout le peuplade, même quand vous trouvez les noms déformés par le blanc par-ci, par-là. Vous pouvez trouver par exemple Munyamwezi. Mais Mwenzi, qu'on dit là en Tanzanie, Mwenzi, Kenya, on dit Mwenzi. Mais vous allez vous retrouver que c'est Mweshi en Chiluba, Ngondo, la lune, Munyamwezi. Mais les Chiluba parlaient ou les dialectes, puisqu'il y a toujours de variances. Moi-même, dans ma propre, le territoire d'où je suis originaire, les Chiluba parlaient avec des accents tout à fait différents. On y ajoute par-ci, on en enlève par ça. En Mbujima et même au Kassai oriental. Et Moukakalon, je ne parle pas comme Mwenampuka. Kabea Mouanga ne parle pas comme... et c'est tout ça. C'est tout ça que je peux vous dire. Donc, si dans cette région, vous allez trouver des noms et consorts, ne comprenez pas autrement. C'est comme quand un Portugais parle. Moi, j'entends le français aussi dedans. L'italien, la même chose. L'espagnol, la même chose. Donc, vous pouvez comprendre que ce sont le même genre. Faute de précision sur cette mer noire, moi, je vous lance un devoir, un défi. Si vous trouvez mieux, nous allons en débattre à la prochaine occasion. Mais pour aujourd'hui, je vous dis que ce monsieur avait le sang. C'est un petit neveu. Donc vous avez compris, l'Urua, à cette époque, appartenait au royaume Luba, créé au XVIe siècle sur le haut Lomami. Lomami Chibamba. Voilà. Puis, étendu par conquête militaire, sa structure était pyramidale, formée à la base de villages, regroupés en chefferies, celles-ci en provinces dont l'ensemble constituait les royaumes Luba. À plusieurs reprises, des souverains de grande valeur en repoussèrent très loin
les frontières, mais il s'est contenté des liens assez lâches de dépendance. C'est-à-dire que le Moulouba n'aime pas trop dépendre. Même quand il a été conquis, il y avait toujours des comportements qui faisaient que chacun était autonome. C'est ce qu'on peut appeler ici en Europe le fédéralisme. Le Moulouba aime bien se gérer chez lui, dans sa lignée, dans son clan, dans sa tribu. C'est ça le grand problème, puisqu'on vient, on limite les frontières et puis on dit mettez-vous ensemble. La plupart de nos problèmes viennent de là. Puisqu'on n'était pas habitué à de grandes distances comme ça, il s'est retrouvé. Imaginez-vous que Lumumba a rencontré certaines figures qu'à la table ronde. Même le colonialiste, le Belge, n'a pas pu unir la population en ce moment-là. Et pourtant, est constitué déjà l'éminence de la population. Eu égard, bien sûr, à ce que le Mundele ou le Blanc nous dit, c'était la civilisation. Donc, et avait atteint un niveau. Mais il y en a qui vous affirment qu'ils entendaient les noms dans leurs régions respectives. Mais c'est quand ils se sont rencontrés à table ronde qu'ils se sont vus maintenant de visu et ont pu tisser quand même quelques relations d'amitié ou de consort. Donc, vous comprendrez que cette histoire qui nous colle aujourd'hui à la peau, et on nous dit qu'ils ne peuvent jamais se mettre ensemble, ils ne peuvent jamais s'entendre, et consort. Mais c'est puisqu'on ne nous laisse pas le temps de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, par exemple, la musique a joué un grand rôle. Mais combien entre encore avec les divisions là-dedans? Imaginez-vous ce que nous avons vécu dernièrement entre les fanatiques de JB et les fanatiques de Weranson. Donc, je ne vais pas vous plonger dans tout ça. J'étais en train de vous dire, à plusieurs reprises, des souverains de grande valeur en repoussèrent très loin les frontières. C'est pourquoi je vous dis que cette région était occupée par eux. Mais ils se contentaient de liens assez lâches de dépendance. S'ils imposaient aux populations conquises de chefs Luba, ceux-ci acquirent vite une assez large autonomie. Et on pouvait négocier avec eux sans devoir en référer à une autorité supérieure. C'est ce qui a fait l'avantage de type au type. Parce qu'il pouvait s'arranger avec le petit chef, les suzerains, c'est lui qui est là. Et puis tirer sa marchandise, c'est tout. Il corrompt avec un petit rien que d'aller trouver le grand chef qui va exiger consort. Il semble que la politique de celui que je vous ai dit tout à l'heure, que Pagay et puis Pirogue et consort, bon, je ferme la parenthèse. Il était dur pour que la chose arrive à son niveau. S'il n'était pas dur, en tout cas, mais lui-même vous dit non, on ne blague pas avec l'autorité. Bon, ça, c'est ce qu'on peut comprendre. Ce n'était que de oui-dire. Circonstances favorables pour des traitants, je préfère vous dire, ceux-ci acquirent vite une assez large autonomie et on pouvait négocier avec eux sans devoir en référer à une autorité supérieure. Circonstances favorables pour des traitants qui avaient intérêt à ne pas discuter avec des partenaires trop puissants. Avec des partenaires trop puissants. Bien sûr, Tipo Tipo est né dans cette ambiance-là. Ce système ne faisait encore que s'ébaucher quand naquit Ahmed Ben Mohamed, dit Tipo Tipo. Il n'était pas fils de Karounde, mais d'une femme que son père avait épousée à Zanzibar, une arabe de la famille El Ouardi. Puisque Karounde ou Kalunde ou Kalundwe, vous vous rappelez bien que chez le Balouba, vous trouverez ça. Les Kalunga, les consorts, tout ça, ça se retrouve, puisque au Shaba, on préfère utiliser les K, qui soient îles. Mais au Kasaï, ceux qui sont partis là-bas préfèrent utiliser Tchiswahili. Bon, vous avez compris. C'est dont la mère s'étonna. Donc, je disais, son père avait épousé à Zanzibar une arabe de la famille El Ouardi, une arabe, originaire également de Mascate. Il apparut cependant, donc Tipo apparut à sa naissance cependant très noir de peau.
C'est dont la mère s'étonnant avec quelque amertume. Ouais, tu vois, si tu es d'un teint clair et au botilicala, tu peux comprendre toi-même. Donc, ça fait que la mère était bouleversée. C'est l'auteur qui le dit. Il parle d'amertume et d'étonnement. Nous savons que son arrière-grand-mère était une Africaine. Il préfère mettre africaine. Je ne sais pas de quel coin, puisque ce coin était unique. En ce moment-là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Mais eux, ils préfèrent toujours mettre africaine pour semer la confusion. Moi, je vous ai déjà dit, hein, je partage avec vous. Celui qui trouvera mieux, je viendrai corriger ce que je connais ici. Donc, nous savons que son arrière-grand-mère était une Africaine. Mais cette explication est sans doute insuffisante. Avoir le teint de typo-typo. L'explication est insuffisante. Il faudrait supposer d'autres unions mixtes dans son ascendance. Ce qui n'est pas rare d'ailleurs parmi les immigrés établis depuis longtemps sur la côte. Je vous ai dit quoi? Donc, les immigrés qui étaient déjà établis sur la côte avaient déjà noué de mariage. Mais vous savez bien, chez les Louba, quel type de femme? Il était difficile que beaucoup puissent serrer le cœur pour ne pas se jeter à l'eau. Hein? C'est ce qui vient d'être confirmé. Donc, cette émission, je l'avais organisée pour vous dire que les potentats, là, à quelque imagination près, il a le sang Louba, ou il avait le sang Louba, puisqu'il a des descendants. Peut-être que la vérité finira toujours par être connue. Nous saurons à qui on a affaire, à notre petit-neveu, ou à un arabe, mais pas arabe pur sang, puisque de ce côté-là, toutes les confirmations convergent dans la même direction. Je vous ai dit que son nom que j'évoque aujourd'hui m'amène à l'esprit la confusion qui sème à l'Est. Il y en a tout simplement qu'on appelle aujourd'hui arabisés. Les arabisés. Mais en dehors de ces arabisés, il y a des populations et des populations qu'on a déplacées. Puisque vous savez comme il a occupé Stanley Falls, je voudrais vous dire ici que lui-même avait peur, il ne connaissait pas comment franchir les difficultés pour atteindre Kisangani, là où on dit Stanley Falls. Mais c'est la témérité, la têtutesse de Stanley, puisqu'il a demandé que Tipo-Tipo puisse l'accompagner avec ses hommes. Puisque les populations qui étaient sur la route, toujours malmenées par les esclavagistes, ne voulaient plus sentir les étrangers. Je vous l'ai déjà dit à d'autres occasions. C'est ainsi qu'ils s'organisaient avec leurs flèches. Il était difficile de traverser pour arriver à Kisangani. Mais quand Stanley, têtu qu'il était, puisque beaucoup d'argent l'attendait chez Léopold II, Stanley s'est entêté pour franchir la zone. C'est en franchissant la zone qu'il a ouvert les nouvelles voies, je dirais même le boulevard, aux esclavagistes, qui se sont retrouvés jusqu'au niveau de Bassoko. Puisqu'il y avait ceux qui venaient du Soudan. Mais ceux qui venaient du Soudan avaient déjà des difficultés avec l'Ubangi. Puisqu'il y avait d'embuscades de tous côtés pour pénétrer l'Afrique centrale. Je crois que c'est pourquoi nos ancêtres avaient choisi cette région-là. Et ça nous donne raison aujourd'hui, ça nous attire des problèmes de tous côtés. Les enviés sont très nombreux et se cachent partout. Ils utilisent leurs girouettes, leurs nègres de service pour
mettre la main sur des richesses du sol, sous-sol, faune et flore de cette partie du continent. Donc, Stanley qui a ouvert le voie, les explorateurs ont ouvert le voie, les géographes, les ethnologues, ils ont facilité la tâche jusqu'à ce que Léopold II, pour s'accaparer de tout le gâteau, n'ait pas partagé avec les Arabes, a commencé une guerre farouche. Et c'est cette guerre farouche qui a fait que le Congo puisse définir ses frontières, puisse maintenir des populations qui devraient être prises comme main-d'œuvre, qui devraient être déplacées aussi à loisir, puisqu'on dit que les Moulouba aujourd'hui c'est une mauvaise herbe qui pousse partout, mais les Moulouba a été recommandé partout dans la République. Merci et à la prochaine pour les prochaines émissions. Ciao.